Bonjour à tous, c'est Xiliox. On vient de se faire la revue de ce deck là, le deck Spectrum de la boîte L'Ombre du Titan Fou. C'est la boîte qui ouvre le cycle 4 du jeu Marvel Champion, donc jeu de cartes vraiment excellent, très nerveux. Je vous conseille pas forcément d'acheter ces boîtes puisque les boîtes extension de ce jeu certes sont très rentables au niveau qualité-prix malheureusement. Les mécaniques de jeu sont souvent expertes, quoi. Ça veut dire qu'il y a plein de mécaniques de jeu qui sont difficiles à prendre en main pour des débutants. Bon, normalement, vous y arriverez forcément, mais le problème, c'est surtout les méchants, hein. Souvent, les méchants dans ces boîtes sont d'un niveau assez important. Il vaut mieux commencer par la boîte de base et l'extension l'avènement du crâne rouge, hein, tant que c'est disponible, ça vous permet d'avoir une progressivité dans le jeu. Il n'y a pas énormément de règles en plus par rapport au jeu de base, hein, puisque là, les seules règles qui sont en plus, ils pensent à faire un rappel des nouvelles règles au cas où si vous êtes vraiment nouveau. Donc là, le seul mot-clé qui est en plus par rapport à la boîte de base, c'est les icônes d'amplification. C'est une nouvelle icône qui font que les cartes boost sont un petit peu plus fortes. Voilà, donc, je pose la boîte juste là parce qu'elle est quand même trop belle, cette boîte. Ça, c'est le genre de boîte, elle va pas finir dans le garage, elle va finir sur une étagère bien en facing. Je peux pas pousser Spectrum, elle veut pas se pousser, quoi. Elle est trop gaillarde, la gonzesse, elle veut pas lâcher, quoi, la faire, ok. Donc là, dans cette vidéo, on va regarder les cartes uniquement de Adam Warlock, puisque j'ai déjà fait Spectrum dans une précédente vidéo qui était interminable. J'en suis désolé, j'avais énormément de trucs à dire, donc bon, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, si mes vidéos, il y a des trucs qui vous intéressent pas. Comme de toute façon, je laisse afficher les cartes que je suis en train d'expliquer au fur et à mesure, bah, vous sautez d'une carte à l'autre si vous en avez rien à cirer ou que je raconte n'importe quoi. Donc, Adam Warlock, un deck vraiment méga intéressant. Il introduit dans ce jeu 3 nouvelles mécaniques qui n'existaient pas jusqu'à présent. Donc, bah, je vais vous les présenter directement. La première mécanique, c'est une mécanique axée sur le fait de défausser des cartes de son deck. Alors, ouais, défausser des cartes de son deck. La deuxième, elle est ici. La troisième, elle est ici, c'est le sort d'invocation. Donc en fait le concept c'est que ce sont des sorts de sorciers. Ce sont des sorts de sorciers, donc malheureusement on ne pourra les jouer que quand on est des mystiques. Ils seront limités à un par deck, mais en fait pour optimiser, pour rendre plus fort ces sorts, donc un dans chaque affinité, eh ben, il faudra défausser des cartes du dessus de son deck. Donc c'est chiant, mais n'oubliez pas que bah, ça peut apporter un complément très intéressant, surtout que c'est un par deck, hein, donc c'est pas la mort non plus. Hein. Ça peut apporter des trucs très intéressants dans les decks des autres héros qui sont mystiques. Donc pour l'instant, les héros mystiques, malheureusement, on n'a que la sorcière rouge et le dieu vivant, là, comment il s'appelle Doctor Strange. Toutes les cartes qui sont axées sur les mystiques sont trop fortes, j'en reparlerai après. Donc ça c'est la première mécanique, défausser des cartes du dessus de son deck pour pouvoir faire des trucs plus musclés, plus couillus. Deuxième mécanique qu'ils introduisent, ce sont les cartes rencontres du Seigneur des Anneaux. Après, je ne connais pas l'univers comment il s'appelle le jeu des trucs sombres et morts-vivants, là. Horror Arkham. Donc je ne connais pas les mécaniques d'Horror Arkham, donc je ne sais pas si ça existe dans Horror Arkham. Ces cartes, elles sont méga fortes. Ce sont des cartes qu'on appelait rencontres au Seigneur des Anneaux. Ce sont que les entités cosmiques de l'univers de Marvel, donc le Jardinier, l'Éternité, le Tribunal Vivant et l'Intermédiaire. Ces cartes, en fait, quand vous allez les jouer, elles sont assez chères quand même. Hein. Vous allez les mettre dans le deck de rencontre. Vous les mettez dans le deck de rencontre. Et après, plus tard, elles auront un effet au moment où vous les révélez. Alors, les effets, vous allez voir, ils sont un peu faibles. Mais il ne faut pas oublier que quand on mélange le deck, hein, regardez, hop, on voit clairement, hein, je vous rappelle que rien ne nous empêche et rien ne nous interdit dans ce jeu de compter les cartes des decks face cachée. Bon, on voit où elle est la carte quand même. Hein. Donc, plus tard dans la partie, quand elle va remonter, elle va remonter, elle va remonter, hop, au bout d'un moment, vous voyez clairement que, ok, la carte boost est celle-là, et la carte que j'avais mis avant, c'est celle-là. De même, si vous la révélez en carte boost du méchant, vous savez directement que c'est la carte boost du méchant. Ok. Donc, bon, pour l'avoir beaucoup joué au Seigneur des Anneaux, ça c'est mâchoire d'ébène. Hop, on va remettre dans le... Bon, j'ai tout mélangé à force d'en parler, là, je me suis trop emballé, j'ai mélangé trop de cartes. C'est mâchoire d'ébène, ça. Ça va être un carnage à trier avant de jouer. Bon, c'est pas grave.
Donc ça, deuxième mécanique, très intéressant. Bon, malheureusement, c'est toujours pareil. Ah non, c'est pas limité si, c'est limité à une par deck, elles sont uniques. Et après, le deuxième problème, c'est qu'elle coûte assez cher pour moi. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir une nouvelle mécanique. Troisième mécanique, c'est celle-là, très intéressante aussi. Une par couleur, une par affinité aussi. C'est des ressources. Des nouvelles cartes ressources qui basent sur des nouvelles mécaniques. Donc ça aussi, je sais pas exactement, les effets ont l'air assez faibles, mais ça reste méga cool d'avoir des effets, enfin d'avoir ces cartes-là qui existent, quoi. Donc, moi, je me dis que peut-être ça va être fort, hein. Bon, c'est limité à une par deck, hein, c'est des ressources limitées à une par deck. Mais du coup, déjà, on commence ce deck-là, 3 nouvelles mécaniques en plus dans le jeu. Donc, ça me paraît pas mal. Voilà, ça c'est juste en introduction, je vais vous parler d'Anna Morlock de suite. Je fais juste une petite coupure pour re-ranger les cartes dans l'ordre où elles étaient, pour qu'elles paraissent dans l'ordre normal. Allez, du coup, on est reparti. Adam Warlock. Alors, c'est marrant parce que Adam Warlock, il s'appelle Adam Warlock en alter ego et en héros. C'est Adam Warlock, dans les deux cas. Donc, c'est un héros, pardon, c'est un personnage. Là, en alter ego, il a 3 de récupération, 6 de taille de main, 11 points de vie. Même caractéristique que Spectrum. Son trait, c'est mystique. Ok. Ensuite, première capacité, ça s'appelle Avatar de la vie. Lors de la construction de votre deck, vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de chacune des 4 affinités. Chaque carte ne faisant pas partie du set d'Anna Warlock ne peut être inclus en plus de 1 exemplaire. Ça, déjà, c'est giga trop fort. Donc je vous rappelle qu'un deck de ce jeu comprend entre 40 et 50 cartes, il y a 15 cartes d'Adam Warlock, pardon. Donc ça nous laisse potentiellement 25 cartes à remplir. 25 n'est pas un multiple de 4, donc soit vous mettez 24 cartes et une carte neutre, soit vous mettez 28 cartes, et à ce moment-là vous aurez 7 cartes de chaque affinité. Voilà. Et ben après le problème d'être à 28 cartes, c'est que votre deck sera à 43 cartes. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Bon, on y revient juste après. Action, défausser une carte de votre main, retirer une carte état d'Anna Warlock. Donc c'est très intéressant ça, parce que je viens de me rendre compte que c'était pas limité à une seule fois. Donc ça veut dire que si jamais vous êtes à la fois sonné et confus c'est désorienté, vous pouvez défausser 2 cartes de votre main pour virer ces 2 effets. C'est quand même une capacité, certes en alter ego, on s'attend à des trucs plutôt costauds pour avoir vraiment très envie de passer en alter ego, mais enfin, si jamais vous êtes un héros, que vous êtes confus et sonné, rien ne vous empêche de passer en alter ego, plutôt que de devoir attaquer pour virer un état sonné, vous jetez une carte, vous virez déjà cet état sonné, en plus vous pouvez récupérer. Donc, ça me paraît très fort. Après, sa capacité Avatar de la vie, elle est énorme parce que ça veut dire que, enfin, moi je pense à Spider-Woman, hein, Spider-Woman, la première fois qu'on la lit, on se dit, oula, c'est fort déjà de 2 aspects. Là, ça veut dire 4 aspects, on peut faire toutes les combos du jeu, mais ça peut être de la dinguerie furieuse, quoi. Et du coup, ça veut dire, comme c'est un deck préconstruit, basé sur ce concept-là, donc il va y avoir les 4 affinités, et en plus, toutes les cartes sont présentes en un exemplaire. Donc, quand on regarde ici, effectivement, toutes les cartes sont présentes en un exemplaire. Donc, dans un premier temps, on s'emballe en disant, bah, comme c'est une nouvelle boîte, il va y avoir beaucoup de nouvelles cartes. Il y a effectivement beaucoup de nouvelles cartes qui seront toutes jouables comme un seul exemplaire. Malheureusement, il y a aussi quelques daubes, hein. Il y a toujours ce contre-attaque au point, là. Ils insistent à la mettre, cette carte. C'est comme rester derrière moi. Pourquoi vous mettez ces cartes? Elles sont nulles, je les joue jamais, je ne comprends pas. Bon. Donc, ça part plutôt bien. En héros, Adam Warlock, il devient gardien et mystique, donc lui c'est un gardien, hein, c'est pas un Avenger. C'est très important maintenant de bien faire attention parce que les typologies de jeu, c'est soit vous jouez gardien, soit vous jouez Avenger. Vous pourrez faire des mix hybrides entre les deux, mais les cartes les plus puissantes qui combattent avec ces aspects-là du jeu, il faut faire très attention à soit gardien, soit Avenger. Surtout que l'avantage d'avoir le trait gardien, c'est que vous pouvez jouer tous les gardiens du jeu, tous les alliés gardiens qui sont vraiment très forts. Je pense à Gamora, à Groot, surtout à Rocket, qui sont vraiment des alliés dingues, quoi. Dingue. Vous ne pouvez les jouer que si vous êtes gardien ou avec les appels de détresse si vous jouez en commandement, mais bon, ça devient un petit peu obscur comme plan de jeu. Donc ça c'est cool. En plus on peut jouer les Avengers et en plus on peut jouer les gardiens. Au niveau de ses statistiques, il a 1 en attaque, 2 en défense. Il passe à 50 tailles de main, il a toujours 11 points de vie, ça c'est normal. Donc c'est des caractéristiques vraiment très discutables, hein, parce que c'est trop faible
2 en défense pour défendre, et c'est trop faible en attaque et en contre pour contrer. Donc on va directement s'intéresser à sa capacité, mage de bataille. En action, vous pouvez défausser de votre main n'importe quelle carte, pas au hasard, hein, une carte que vous voulez. Bien évidemment, c'est limité à une fois par phase. Si vous le faites, si la carte est agressivité, vous infligez 2 points de dégâts à un ennemi. Si la carte est justice, vous retirez 2 de menaces d'une manigance. Si la carte est protection, vous pouvez soigner 1 point de dégâts à un allié. Si la carte est commandement, vous pouvez donner plus 1 en contre, plus 1 en attaque, plus 1 en défense à un héros ce tour-ci. À un héros pour ce round. Hein. Donc ça veut dire que vous pouvez les donner à vous, mais vous pouvez les donner à un autre joueur. Ça, c'est méga fort, quoi. Ça, c'est méga fort. Vous jouez avec Quicksilver, allez, c'est parti, quoi. Hein. C'est Las Vegas. Hein. Donc c'est toujours, ça fait partie de cette dynamique toujours des mystiques, hein, de pouvoir buffer ses alliés. Moi je pense au sort d'amélioration de Doctor Strange, bah, c'est nul, ok, mais dès que tu as la cape de lévitation, bah, ça devient vachement moins nul. Et puis dès que tu joues avec un autre héros qui va se redresser plusieurs fois, je pense à Spider-Woman, je pense à Quicksilver, qui eux sont vraiment spécialisés dans le fait de se redresser, de se redresser, de se redresser. Pouh, là c'est énorme. Seul problème, c'est qu'il faut que ce soit un héros. Donc si jamais vous êtes premier joueur et que le mec avec qui vous jouez, votre allié, quoi. Ah non, votre allié, on ne peut pas le dire, puisque les alliés, c'est des cartes dans ce jeu. Mais la personne humaine, physique, qui est en face de vous, quoi. Je ne sais pas comment vous l'appelez, ça, c'est un joueur, quoi. Un autre joueur. Qui joue un héros, il faut attendre qu'il soit en phase héros pour déclencher cet effet. Donc bah, tout ça c'est très sympa, ça fait beaucoup rappeler l'allié, hein, Adam Warlock, qui met lui défausser une carte aléatoire de votre main pour faire un effet qui était gigantesque dans les 4K, mais c'était un effet aléatoire. Le seul problème de cette capacité, c'est que vous allez perdre une carte de votre main, et ça c'est vraiment chiant, quoi. Hein. Il est très très rare le nombre de tours où je termine en ayant des cartes dans ma main, donc ça veut dire que toutes les cartes sont souvent utilisées pour optimiser un tour. Et les cartes qu'on n'utilise pas, c'est souvent celles qu'on veut impérativement garder, sinon les défauts sont en ressources. Donc ça, c'est très fort, mais déjà la statline est un peu limite, et en plus sa compétence va nous empêcher de jouer avec toutes les cartes de notre main, donc ça part assez mal. Après, il ne faut pas oublier que, certes il a le trait gardien, mais j'ai oublié, il a surtout le trait mystique, quoi. Et le trait mystique, ça vous donne accès à 2 cartes vraiment énormes du jeu. La méditation spirituelle. Donc je ne vais pas revenir sur la méditation spirituelle. Si un jour je publie la carte sur la sorcière rouge, j'en ai parlé pendant vraiment très longtemps. Méditation spirituelle, c'est la meilleure carte du jeu. C'est comme la rune de Dairon au Seigneur des Anneaux. Ça diminue votre taille de deck. Et en plus, ça vous permet de choisir les cartes que vous allez jouer dans votre tour. C'est un peu comme la capacité Esprit Adolescent de Quicksilver et de... C'est pas Esprit Adolescent, c'est Fratrie Surpuissante de Quicksilver et de la Sorcière Rouge. C'est un effet, un pouvoir optimiser sa main en piochant les cartes qu'on veut, c'est trop fort. Ça diminue la taille de votre deck parce que c'est une carte qui coûte 0 et qui va vous permettre de piocher 2 cartes. Ça permet d'optimiser votre main parce que vous avez des meilleures cartes à jouer et ça rapidifie le déplacement de votre deck, la vitesse de défilement de votre deck. Cette carte, la méditation spirituelle, pourquoi ils ont fait cette carte? Il fallait surtout pas faire cette carte. Bon, enfin. Et après, surtout, la deuxième carte, c'est Sorcier Suprême, qui vous permet de compenser un effet, c'est d'avoir une carte en plus dans votre main. Je vous rappelle qu'avoir une carte en plus dans votre main, c'est des Asgard quand on joue Thor, c'est une amélioration qui coûte quand même 3, ou c'est des Manoir des Avengers, c'est une amélioration qui coûte 4. Hein. Et bien avec Sorcier Suprême, certes ça ne marche que quand vous êtes un héros, mais vous y êtes normalement souvent un héros. Dès que vous finissez votre tour en héros, vous avez 6 cartes en main. Donc le fait d'être mystique, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Les mystiques, c'est les meilleurs personnages du jeu, notamment à cause des 2 cartes que je viens de citer, mais aussi parce que leur carte permet de... Enfin, les cartes du fait d'être sorcier, en fait, hein, ça permet de faire des trucs de dingo. Allez, on enchaîne parce que je ne vais pas passer encore 2 heures sur la vidéo, comme je fais à chaque vidéo. L'allié, les ressources d'abord. Hop, on va parler des ressources, donc 15 cartes pour ce set, hein, donc ça jusqu'à là c'est un petit peu bateau. Les ressources, on a une seule icône de livre, ce qui est bien dommage, mais enfin c'est un standard. Je vois 4 icônes physiques, 5 icônes énergie et 5 icônes mentales. Ça fait 15 ça? 5 plus 5 plus 4 plus 1, ouais ça fait 15, on est bon. Du coup, l'allié maître, c'est un allié qui s'appelle Pip le troll. C'est un allié qui coûte 2, 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie, mystique, tenace. Tenace, c'est fort.
Tant que Pipe le Troll est dans votre main, il gagne interruption quand le joueur est attaqué, quand un joueur est attaqué, pardon. Dépensez des ressources suivantes, donc une énergie, une mentale, pour mettre en jeu Pipe le Troll sous le contrôle de ce joueur. C'est de la balle, quoi. C'est de la balle atomique, ce truc, quoi. Parce que soit vous le jouez en allié normal, à ce moment-là, il présente le même problème que tous les alliés normaux qui ont tenace, hein, je ne vais pas y revenir dessus, c'est que du coup, vous n'avez pas forcément envie de jouer le contre ou l'attaque le tour où il va en jeu pour garder l'état tenace, pour contrer une grosse attaque du méchant ou d'un sbire qui frapperait vraiment comme une brute. Deuxième problème des états tenaces maintenant, c'est qu'il y a énormément d'effets boost qui font que ça fait un point de dégâts à tous les alliés, à tous les héros qui sont en jeu, donc ça va vous faire perdre l'état tenace, mais après il coûte que 2, quoi. Qui coûte que 2, donc déjà, de base, sans ça, il est très fort. Et après, en plus, le fait de pouvoir le jouer en interruption, c'est pas interruption de héros, hein. On peut le jouer en interruption, donc même si vous êtes en alter ego au premier tour, vous pouvez le jouer. C'est chiant parce qu'il faut des ressources spécifiques. Comme c'est une interruption, vous ne pourrez pas diminuer son coût avec un téléporteur ou une chose comme ça. Mais ça reste, à mon avis, un très très bon allié. Ça me plaît beaucoup. Après, les mystiques, je ne sais pas s'il y a des... J'ai déjà fait cette remarque pour Calu du deck Spectrum. Je ne crois pas qu'il y ait d'événements ou de choses qui combattent avec mystique. Après, monde de l'âme, c'est un soutien qui coûte 1. C'est un lieu. Ressources mentales. C'est comme réponse. Après avoir tombé à court de cartes dans votre deck, vous placez un marqueur âme sur cette carte. Donc dès que vous finissez votre deck, vous mettez un marqueur ici. En alter ego, on peut retirer un jeton âme et incliner cette carte pour soigner tous les dégâts de votre identité. Donc c'est chiant parce qu'il faut attendre de finir son deck pour avoir des jetons. Mais après, regagner tous ces points de vie d'un coup, c'est quand même assez fort, surtout que ça ne nécessite plus d'incliner votre héros, c'est cette carte qui le fait. Donc du coup, avoir des cartes comme Endurance qui vont vous augmenter votre pool de points de vie, comment ça se dit en français, votre nombre de points de vie, votre réservoir de points de vie. Du coup, vous faites une Endurance sur Adam Warlock, certes déjà il gagne 3 points de vie au moment où vous la jouez, mais en plus si vous perdez plein de points de vie, quand vous utilisez cette carte, il remonte direct à 14 points de vie. Ça me paraît vraiment pas mal fort, donc bon, je peux pas faire abstraction de ce qui se passe derrière, hein. Toutes les cartes qu'il y a dans le deck ici sont faites pour meuler votre deck. Donc vous allez dégager à peu près 40 ou 50% de votre deck en permanence. Cette carte, elle va se générer assez vite, quoi. Donc ça, c'est de la bonne carte. En plus, bon, je le redis vite fait, mais il y a beaucoup de cartes amélioration dans ce deck. Toutes les cartes amélioration soutien, comme elles restent en jeu, elles diminuent la taille de votre deck, donc elles optimisent encore plus vite la vitesse de retour de votre deck, et donc la vitesse à laquelle vous allez générer les marqueurs âme sur cette carte aussi. Après, troisième carte, on a le bâton karmique, amélioration qui coûte 2, un artefact objet. C'est une ressource, donc déclenchement ressource, donc ça veut dire même quand vous êtes en alter ego, incliner le bâton karmique et générer une ressource libre. Donc c'est un peu comme l'œil d'Agamotto, hein, c'est les cartes maîtres du jeu, quand on a ça, c'est Las Vegas, quoi. Donc en plus c'est une ressource, même quand vous êtes en alter ego, je me rappelle plus si l'œil d'Agamotto est jouable en alter ego, mais je crois que si. Donc ça, c'est très fort, c'est très bon, il n'y a rien à dire. Carte maître. Tant que vous ne l'avez pas, vous meulez. Si vous l'avez, on est bon. Cape de Warlock. Donc, est-ce que ça va faire pareil que la cape de Strange? On va voir ça. Donc, c'est une amélioration qui coûte 2. C'est un objet, donc tout pareil que la cape de Doctor Strange. Réponse de héros. Après que vous ayez résolu la capacité mage de bataille de Adam Warlock, inclinez la cape de Warlock, redressez Adam Warlock. Donc, cette carte, quelque part, elle fait penser à la cape de lévitation d'Adam Warlock, ou au réacteur arc de Tony Stark. Hein. Vous allez pouvoir vous redresser, donc utiliser votre personnage 2 fois. Le problème, c'est que ses capacités sont vraiment pourries. Hein. Il a 1 en contre, 1 en attaque, 3 en défense. Ça paraît tout pourri, en fait. Hein. Ça paraît tout pourri. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, du coup, c'est après avoir utilisé la capacité mage de bataille. Okay, donc ça veut dire qu'il faut déjà qu'il soit incliné au moment où vous utilisez mage de bataille. Donc même si vous utilisez mage de bataille pour utiliser avec une carte commandement le plus en compte, plus en attaque, plus en défense, du coup vous n'aurez pas ce bonus pour la première activation de votre personnage, puisqu'il faut déjà qu'il soit incliné pour activer la cape de Warlock. Donc ça c'est un peu une anti-synergie.
Après, bon, je vais pas vous cacher quelque chose qu'ils ont fait dans le deck et quelque chose qui est évident, c'est que si jamais on peut jouer les 4 affinités, forcément, on va mettre les 3 cartes en agressivité, protection et justice qui nous permettent de gagner plus en compte, plus en attaque, plus en défense. Parce que du coup, votre stat line, ça devient 2-2-3. 2-2-3, du coup, ça devient une bonne stat line. Et après, quand on utilise la carte commandement, on devient 3-3-4. Et c'est jusqu'à la fin du round. Donc 4 en défense. Pendant le tour du méchant, c'est pas trop mal. Surtout que quand on aura 4 en défense pendant le tour de méchant, rien ne nous empêche de nous incliner. Et du coup, on pourra directement utiliser mage de bataille pour se redresser au tour encore d'après. Donc, ça me paraît être une très très bonne carte. C'est à utilisation conditionnelle, c'est normal, parce que pouvoir se redresser pour 2, c'est trop fort dans le jeu, hein. C'est pour ça que le réacteur arc et la cape de lévitation sont des cartes ultra maîtresses des decks de Doctor Strange et d'Iron Man. Là, c'est une carte vraiment un petit peu plus mesurée, un petit peu plus contrôle. Ça contrebalance la faiblesse de cette capacité-là qui vous fait perdre une carte. C'est pas trop mal. Après, le problème, c'est que tout ça, tout ce qu'on a vu là, bah, c'est lent, hein. Il faut payer, le mettre en place, attendre que ça se déclenche. Est-ce qu'on va avoir suffisamment, est-ce qu'on est suffisamment solide pour pouvoir attendre de se mettre en place? On va voir la suite des cartes, mais c'est très dur, hein, d'avoir le temps de se mettre en place dans ce jeu, surtout si on doit attendre les cartes maîtresses. Donc je reviens encore sur cet avantage de la méditation spirituelle. C'est pour ça que méditation spirituelle, c'est méga fort. Quand on n'a pas beaucoup de temps pour se mettre en place, aller chercher très vite dans son deck les meilleures cartes, c'est très important. Après, l'amélioration suivante, c'est une protection cosmique, c'est un sort, une amélioration, donc ça reste en jeu. Interruption forcée. Quand vous révélez une carte traîtrise, annulez ses effets une fois révélée et défaussez-la. Ensuite, défaussez protection cosmique. Cette carte, vous l'avez en 2 exemplaires. Je suis dubitatif sur cette carte. C'est censé faire écho au sort de sortilège de protection de Doctor Strange. Comme on va vider son deck très vite, eh ben on va subir des cartes rencontres, donc c'est important d'avoir une carte pour bloquer les cartes rencontres qu'on va s'infliger, notamment les effets traîtrises qui sont les pires du jeu. Donc c'est bien qu'ils aient pensé à mettre un truc de protection. C'est une amélioration, donc elle reste en jeu, donc ça a l'avantage d'être pouvoir payer bien avant, hein, contrairement à le gros problème quand on joue des cartes événements pendant le tour du méchant. Par exemple, un sortilège de protection, c'est que déjà d'une, bah, quand on l'a dans sa main pendant son tour, on ne peut pas défausser la carte parce qu'il faut le garder pour le tour du méchant, donc ça veut dire qu'on a un tour un peu plus faible. Et deuxièmement, après, quand c'est le tour du méchant, comme souvent il faut payer la carte, on se retrouve à avoir plus que 3 ou 2 cartes dans sa main au moment où ça va venir à notre tour, et ça veut dire un tour d'après un peu pourri. Là, l'avantage quand même, c'est que c'est une amélioration, on la joue pendant son tour, du coup, on est à la fois prêt pour le tour d'après, et on ne perd pas de ressources pendant le tour du méchant. Donc tout ça, c'est très sympa. Les 2 problèmes très importants que je vois à cette carte, c'est que d'une, c'est une interruption forcée. Donc certes, c'est une interruption forcée, et pas comme le sortilège de protection, une interruption de héros. Donc ça veut dire que même si vous êtes en alter ego, ça va pouvoir se déclencher, alors que le sortilège de protection, hein, combien de fois ça nous arrive, on ne peut pas l'annuler parce qu'on est en alter ego, et que c'est une action de héros, ça pète les rouleaux à chaque fois. Là, l'avantage, c'est que ça va marcher tout le temps, donc c'est bien. Malheureusement, comme c'est une interruption forcée, le moindre événement, même pourri, même qui vous embête pas, bah, vous êtes obligé de le déclencher. Et ça, du coup, c'est vraiment chiant, quoi. C'est vraiment, vraiment chiant qu'on ne puisse pas choisir, que ce soit pas une interruption à la place d'une interruption forcée. Est-ce que ça rendrait pas la carte trop forte? Je sais pas, mais... Et le deuxième très très gros inconvénient, c'est que ça annule uniquement les effets une fois révélés. Ça n'annule pas tous les effets de la carte, ça annule que les effets une fois révélés. Et malheureusement, il y a énormément d'effets de cartes maintenant qui ont des effets renforts. Et c'est vraiment important de pouvoir bloquer ces effets renforts. Donc, je sais pas. Moi, je joue toujours en expert. Du coup, que ça annule que les effets une fois révélés, ça me fait vraiment peur, hein. On verra en jouant, hein, parce qu'encore une fois, je vous l'ai peut-être pas dit dans cette vidéo, mais moi, j'ai pas encore joué, hein. Donc là, je vous parle des cartes telles que moi, je les ressens maintenant. Sens mystique, c'est une amélioration qui coûte 2, conditions super pouvoir, réponse de héros après que vous ayez résolu cette capacité, pardon, la capacité mage de bataille, piochez une carte. Donc ça c'est très sympa parce que ça va compenser la mécanique de base de ce héros qui fait qu'il faut perdre des cartes pour pouvoir piocher des cartes. C'est fort parce que ça a la même mécanique, c'est qu'on va pouvoir défausser les cartes qu'on n'est pas sûr ou qu'on ne veut pas jouer, pour pouvoir piocher des cartes qui sont plus utiles au tour où on veut le faire. Donc ça c'est pas mal fort, et c'est encore plus pas mal fort qu'ils en ont mis 2. Donc du coup ça veut dire que quand tu fais match de bataille, tu défausses une carte mais t'en repioches 2. Et du coup,
là, ça devient méga costaud. Ça, c'est vraiment très fort, ça va compenser la faiblesse de ce personnage, de devoir défausser des cartes. Ça va compenser avec la cape de Warlock et le sens mystique. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous utilisez la capacité mage de bataille, vous piochez des cartes et vous pouvez vous redresser. Là déjà, on voit que les synergies commencent à apparaître. C'est bien écrit, c'est bien pensé. Problème. Est-ce que ça va pas être trop lent? Je suis très 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 dubitatif. À mon avis, c'est lent, hein. Dernière chose qu'il faut que je dise sur cette carte, c'est le fait que c'est un super pouvoir. Il faut checker vite fait parce que je ne me rappelle plus combien il y en a. Donc là, vous avez 3 super pouvoirs. Là, vous avez 2 super pouvoirs de plus, donc ça fait 5 cartes. 5 cartes plus 2, ça fait 7. Est-ce que cette carte, ça justifie l'emploi d'un super pouvoir, d'un intense concentration? Je ne sais pas. Je ne sais pas, comme d'habitude, moi j'aurais tendance à en mettre un s'il y a la place. Le problème, c'est que super pouvoir, c'est une carte... pardon, je dis toujours super pouvoir, mais c'est intense concentration. C'est une carte neutre. Donc ça veut dire que c'est la seule carte neutre que vous pourrez mettre dans votre deck si vous jouez à 40 piles. Après, sinon, ça implique de jouer 5 cartes neutres et d'avoir d'autant plus, enfin d'autant moins du coup de cartes d'affinité. Donc ça peut être problématique avec Mage de bataille de jouer avec uniquement 20 cartes d'affinité dans un deck, hein, parce que 20 cartes, ça commence à être la limite où c'est que la moitié de votre deck. Hein. Je sais pas, surtout que Mage de bataille, je vous rappelle, n'a aucun effet si vous défaussez des cartes de votre set. Il faut forcément défausser des cartes d'affinité. Donc il n'y a que 25 cartes dans votre deck que vous pouvez défausser pour déclencher cet effet. Ah non, pardon, excusez-moi, je dis une connerie. Cet effet, vous pouvez toujours le déclencher. C'est juste que si jamais la carte a une affinité, ça déclenche un effet en plus. Là, c'est bon. Après, la carte suivante, c'est un événement qui s'appelle Rayon Karmique. Donc, c'est un événement attaque, tout ce qu'il y a de standard. Ce qui est étonnant, c'est que ça coûte que 2. Donc, ça veut dire que c'est certainement un petit peu moins puissant que les événements normaux des héros qui coûtent 3. C'est une attaque super pouvoir, une action de héros attaque. Tout ça, c'est assez banal. Infligez 4 points de dégâts à un ennemi et défaussez jusqu'à 4 cartes de votre deck. Infligez 1 point de dégâts supplémentaire à cet ennemi pour chaque affinité différente, ainsi défaussée. Donc, il vous rappelle, entre parenthèses, que c'est agressivité, justice, commandement et protection. Donc, alors déjà, c'est pas forcé hein, de défausser, c'est défausser jusqu'à 4 cartes, donc on peut défausser 0 cartes. Donc c'est très sympa parce que pour 2, infliger 4 points de dégâts, c'est une attaque qui est pas folle, mais c'est quand même sympa. Après, vous pouvez défausser des cartes autant que vous voulez. Si vous avez besoin de faire genre que 1 point de dégâts, bah, vous défausserez, enfin 5 points de dégâts en tout, vous défausserez que 2 cartes ou 3 cartes, si jamais vous voulez être sûr de votre coup. Si vous voulez juste meuler votre deck très très vite pour activer ça, ou pour activer d'autres cartes dont je vous parlerai après, ça vous permet de tenter de faire des gambles pour faire plus de dégâts, c'est pas mal du tout. Si vous arrivez à faire des dégâts en excès, je vous rappelle toujours avec les cartes Instant Triomphe et ainsi de suite, jusqu'au boutisme et ainsi de suite, on peut déclencher des effets supplémentaires. Peut-être qu'après il y aura des trucs qui vont contrer la menace sur les manigances principales ou des trucs comme ça avec les dégâts en excès. Donc cette carte permet de faire ce genre de choses. Et puis n'oubliez pas, quand vous attaquez le méchant pour 2, vous faites 8 dégâts. La seule carte du jeu qui fait ça, je crois que c'est l'attaque supersonique de Iron Man quand il est en aérien. Bon, c'est quand même une des meilleures cartes attaque du jeu, virtuellement, parce qu'après réussir à défausser une carte de chaque type, agressivité, justice, commandement, protection, sachant que vous allez avoir que 6 cartes de chacune de ces aspects sur 40, il faut quand même avoir un sacré coup de moule. Mais c'est sympa que ça existe, quoi. La perception cosmique va faire exactement pareil, mais en contre. C'est un événement qui coûte 2. Une action de héros, toujours un super pouvoir, hein, donc toujours pareil. Hein, 7 cartes sont activables avec l'intense concentration. Donc, retirez 3 de menace d'une manigance, donc n'importe quelle manigance. Défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck et retirez une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque affinité ainsi défaussée. Donc, je redis exactement la même chose que ce qui est là. Pour 2, retirer 3 de menaces, c'est pas mal. On peut passer à 4, donc ça fait comme un sens de la justice, qui est une carte quand même très honorable. Hein. Contrer 4 pour 2, c'est pas mal du tout. Après, c'est chiant parce que ça peut virer des cartes maîtres de notre deck, mais dans ce deck de Adam Warlock, on aura vachement d'intérêt à essayer de vider son deck, même s'il faut rester prudent quand même. Et puis surtout, à cause de cette carte-là, vous allez voir, on a beaucoup d'intérêt à essayer de meuler très très fort notre deck. Donc cette carte-là, justement, c'est la dernière, c'est la magie quantique. Oula, magie quantique, carrément. Donc c'est un événement qui coûte 1, c'est un sort. C'est une action. Choisissez une carte de votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main. Donc ça change tout ce que je viens de vous dire et tout ce que je vais vous dire après. C'est que le problème
donc j'en avais déjà parlé avec d'autres personnages avant, quand on défausse à l'aveugle des cartes de notre deck, c'est très problématique parce que ça peut mettre les cartes maîtres de notre jeu dans notre défausse. Et là, des cartes maîtres, en plus, on en a 4. Hein. Il faut ces 4 cartes pour vraiment tirer la quintessence la plus totale du deck d'Adam Warlock, celle-là aussi, mais en un peu moindre mesure. Et après, du coup, si jamais on a ces cartes dans le deck, il faut attendre de vider son deck, vider sa pioche, pour pouvoir les récupérer et pour pouvoir enfin les jouer. Grâce à cette carte, on va pouvoir les récupérer. Donc ça fait office de tuteur dans votre défausse. Ce qui est vraiment très très fort, surtout, c'est que c'est une action. Donc même si vous êtes en alter ego, vous pouvez le récupérer. Donc je vous rappelle par exemple, la défausse la plus importante, c'est le mulligan de début de partie. Moi, je défausse systématiquement toute ma main, à part les cartes maîtres. Du coup, les cartes qu'on défausse au début de la partie, des fois, c'est des cartes qui sont intéressantes, même si c'est pas des cartes maîtres pour le jeu. Donc, on se retrouve déjà à avoir des cartes très intéressantes dans notre défausse. Avec ça, que vous soyez en héros ou en alter ego, vous allez pouvoir les récupérer. Et ils ont eu le bon goût d'en mettre 2, puisque je vous rappelle que cette carte aussi peut tout simplement être défaussée avec toutes les capacités de Adam Warlock. Donc, ce set a l'air bien construit, bien pensé. J'ai juste peur que ce soit trop lent, moi. On va vite faire regarder si j'ai pas perdu les cartes. Elles sont ici. L'obligation, donc l'obligation s'appelle cycle de régénération. C'est une obligation qui a 2 icônes de boost. Donnez cette carte à Adam Warlock dès que vous la tirez. Cette fois, on peut choisir de passer en alter ego si on le veut. On peut incliner sa forme d'alter ego pour retirer cycle de régénération de la partie. Donc ça, c'est typique, c'est comme toutes les obligations. Et après, par contre, si on ne veut pas le faire, on défausse les 5 cartes du dessus de son deck et on place un marqueur sur la manigance principale pour chaque affinité différente, ainsi défausser cette obligation. Moi, quand j'ai lu cette carte, je me suis demandé 2 choses. Déjà, sur 5 cartes, le fait qu'on réussisse à avoir les 4 affinités, ça me paraît pas un scandale, quoi. Ce sera très anecdotique qu'on arrive à tirer plus de 2 affinités différentes. Ok ? Parce que je vous rappelle, les affinités sont présentes en très très faible densité. On aura 6 cartes de chaque affinité dans notre deck. Donc, c'est une carte que vous allez tirer en carte rencontre, qui ne fait que augmenter de 2 ou 3 la menace sur la manigance principale. C'est un effet qui est vraiment très faible. Très faible. Et en plus, il a l'avantage de virer des cartes de votre deck. Donc ça va accélérer la vitesse à laquelle vous pourrez récupérer les cartes en tutorant avec ça. Ça va accélérer l'activation de Monde de l'âme. Du coup, je me demande même si c'est pas quelque chose de positif, cette carte. Donc moi, dans un premier temps, je me demande si, quand je vais la piocher, ou que mon allié, mon pote va la piocher, est-ce que je vais faire ça? Déjà, on peut s'en servir pour passer en alter ego, si ça nous arrange pour activer ça, mais on n'est pas obligé, comme on est en phase 4 de la phase du méchant, et ben, au tour prochain, on pourra directement passer en héros. Si on a un alter ego, on pourra se redresser, passer en alter ego, utiliser la cape de Warlock, comme on est déjà activé pour se redresser directement. Pour moi, cette carte, elle est positive. C'est pratiquement une carte que je paierais pour mettre dans le deck de rencontre, ça. Donc, je sais pas, c'est peut-être parce que je m'emballe trop, ou je suis un peu fou, mais je trouve que cette carte est positive dans ce deck. C'est pas une mauvaise carte, ça. Donc, j'espère piocher l'obligation avec Adam Warlock assez régulièrement, pour pouvoir voir si ça a un effet ou pas. Après, si vous chopez l'ombre du passé, il y a toujours un set de 5 cartes Némésis que vous prendrez en pleine face. Donc le premier est assez terrible, il s'appelle Magnus, le Magus. L'illustration est impeccablement belle. 5 points de vie, 2 en contre, 2 en attaque. Malheureusement, il y a une petite astérix, donc on sent que ça va roter du sang encore. Il a coup rapide et tenace, donc c'est très moche déjà, hein, on est déjà très moche. Et après, il y a marqué, après que Magus est activé contre vous, défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck. Donc sachant qu'il a coup rapide, dès qu'il arrive, dès qu'il est révélé, bim, il vous meule. Donc ça c'est chiant, après c'est sympa qu'il vous meule votre deck, hein, et encore dans une certaine mesure, hein, je ne me rends pas compte à quelle vitesse on va meuler son deck. Ça me paraît méga fort. Après, sa manigance annexe, c'est Église universelle de la vérité. Manigance annexe, réponse forcée après qu'un joueur a réinitialisé son deck, incliner l'identité de ce joueur et sonnez-la. Ça a une icône accélération et en effet boost, on révèle cette carte. Ça c'est l'enfer sur Terre. Hein. Ça c'est l'enfer sur Terre. Hein. Puisque vu que moi je jouerais comme un porc pour essayer de meuler mon deck, incliner son identité, le sonner, plus l'icône accélération. Ça fait mal. Hein. Pour moi ça fait méga mal.
pas d'icône de boost, c'est normal, on la révèle carrément quand on la tire. Et après, on a comme carte à mélanger dans le deck rencontre 2 sbires qui s'appellent des Zélotes de la Vérité. 1 de manigance, 2 attaques, 4 points de vie. C'est des mystiques. La menace sur la manigance annexe Église de la Vérité ne peut pas être retirée tant qu'ils sont en jeu. Ok, effet boost, mettez le Zélote de la Vérité engagé avec vous. Donc, l'effet est vraiment terrible, hein, mais il ne faut pas oublier que c'est découplé en fait. Hein, c'est découplé, ces cartes elles sont dans le deck de rencontre, et ça arrive avec l'ombre du passé. Donc, comme au moment où vous tirez l'ombre du passé, même si vous avez plusieurs cartes rencontres devant vous, les cartes elles sont déjà tirées. Donc si la première que vous tirez c'est l'ombre du passé, que vous révélez ces 2 cartes-là, après vous mélangez celle-là, donc dans les autres cartes rencontres qui vous restent ce tour-ci, il ne peut pas y avoir ces cartes-là. Sauf, comme toujours, s'il y a des icônes rencontres sur, enfin un renfort sur les cartes rencontres que vous vous êtes infligées auparavant. Donc l'effet qui limite le fait de retirer l'église de la vérité, il paraît un peu anecdotique. Et en plus, comme en effet boost, ils vont rentrer en jeu, ils vont aussi bloquer ça, donc ça me paraît tout ça bien ficelé. Ils ont 4 points de vie, donc ils sont méga chiants. Ils ont 2 dents d'attaque, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas rester engagé 500 000 ans avec eux, parce que dès que vous finirez votre tour en héros, ça veut dire que vous prendrez une fraise dans la face. Tout ça me paraît assez bien écrit, hein. C'est normal hein, que les 7 Némésis des mystiques soient très forts, parce que les 7 mystiques eux-mêmes sont très forts. Hein. Il y en a 2. Dernière carte Inquisition Cosmique, Traîtrise, Incitation 2. Donc ça y est, il commence à y avoir des cartes Incitation 2, donc ça veut dire que le power creeping des cartes du jeu continue à avancer, hein, donc on va avoir des incitations 3, des incitations 4. Je vous rappelle que dans cette boîte, on a carrément une carte où dessus, il y a 4 icônes de boost. Hein. Donc ça y est, ça commence à bourrer, quoi. Une fois révélé, si la manigance annexe Église universelle de la vérité est en jeu, défaussez 10 cartes du dessus de votre deck. Sinon, cherchez Église universelle de la vérité dans le deck de rencontre, la pile de les fausses rencontres, ou parmi les cartes mises de côté. Donc, ça sert à quoi, ça? Elle peut pas être de côté. Enfin, elle est de côté au début, avant qu'on tire Ombre du passé. Mais cette carte ne peut pas être là tant qu'on n'a pas retiré Ombre du passé. Et à partir du moment où elle est en jeu, elle est forcément en jeu. Il n'y a aucune carte du jeu qui retire des cartes de la partie ici. Là, je comprends pas trop. Pourquoi avoir dit si elle a été mise de côté? Ok, bah je vois 2 hypothèses. La première, c'est que peut-être ils vont faire des cartes qui retirent des cartes soit de nos sets, soit des 7 rencontres de la partie. Ça, ce serait vraiment cool. Deuxième possibilité, comment ça s'appelle, le musée là, le gardien des reliques, merde, comment il s'appelle? Le collectionneur. Parce que le collectionneur, en fait, quand on enlève des cartes du jeu, qu'on doit les défausser, donc par exemple les manigances annexes, on les met dans la collection. Et du coup, ils sont dans une zone hors jeu, donc ça nous permettrait de la récupérer même dans la zone hors jeu, si elle était en jeu. Enfin, si elle était dans la collection. Ok, donc ça me paraît encore une fois bien pensé. Hein. Tout ça est vraiment bien pensé, c'est bien ficelé, c'est carré, solide. C'est bien, ça donne envie d'y jouer, bon thème, bon délire. Moi je suis dubitatif sur le fonctionnement parce que je pense que ça va être très lent. Le deuxième problème qui m'empêcherait un peu de les jouer, c'est que malheureusement les mystiques sont trop forts dans ce jeu. Et du coup, bah, quand tu gagnes, t'as pas cette saveur de te dire, bon, c'était un beau défi puisque c'est des mystiques, donc ils sont méga forts, quoi. Et après, ouais, le fait de jouer toujours pareil, le sorcier suprême, de jouer méditation spirituelle, ça va rendre le deck tellement fort, peu importe ce que vous faites. Hein. Parce que moi, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous jouez 40 cartes, vous avez le choix entre soit jouer 24 cartes affinité et 4 cartes, et une seule carte, pardon, neutre, soit vous jouez 20 cartes affinité et 5 cartes neutres. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer 3 méditations spirituelles, un sorcier spirituel, et une carte neutre, celle que vous voulez. Ouais, à réfléchir. Allez, zou. Ensuite, ici, donc, on va regarder le set. Hein, toujours pareil, il est décomposé en 5 parties, puisqu'il y a 4 affinités. Donc, vous avez 6 cartes agressivité, 6 cartes justice, 6 cartes commandement, 6 cartes protection et une seule carte neutre.
Donc ça va être un deck plutôt axé sur les gardiens, puisque l'autre était axé plutôt sur les Avengers. Donc on va commencer par la sphère agressivité. On a Marvel Boy. C'est un allié qui coûte 2, 0 en contre, 2 en attaque, 2 points de vie. Ok, interruption, quand Marvel Boy attaque, dépensez une ressource physique pour que cette attaque gagne à distance et perçant. Il est gardien et cri. Ouais, je vois pas très bien l'intérêt du coup. Il y a peut-être un truc qui m'échappe, mais je le trouve un peu nul. Bon, de toute façon, c'est un allié qui coûte 2, qui a 2 points de vie et 2 en attaque. Donc c'est toujours utilisable. Avoir perçant et à distance, ça permet quand même d'éviter à la fois les ripostes et de virer les états tenaces en faisant quand même les dégâts, donc c'est plutôt cool. Et après, je sais qu'il y a pas mal d'améliorations qui se posent sur les gardiens, mais il me semble que c'est des améliorations commandement. Donc comment on va faire pour jouer des améliorations commandement sur un allié agressivité? Là, je suis un petit peu paumé, non? Comment on pourrait faire? Comment on pourrait faire? Je ne sais pas. Après, peut-être qu'après, ils vont sortir des améliorations agressivité qui ne viennent que sur les gardiens aussi. Si par exemple, on a des cartes qui font plus de en attaque, ou des cartes qui seraient trop fortes, par exemple, genre un espèce de fusil de sniper qui vous fait plus en attaque et qui évite de prendre les dégâts en riposte, ça peut être cool aussi. Vous savez, l'inverse de la carte enragée sur Hulk, ça faisait gagner 2 en attaque, et ça augmentait la riposte de 1. Et ça coûtait que 1, mais il pourrait très bien mettre une amélioration qui coûte beaucoup plus cher, et qui fait l'inverse. Donc là, pour un Marvel Boy, ce serait vraiment pas mal. Bon, pour l'instant, en l'état, elle est forte parce qu'elle coûte que 2 et qu'elle a 2 points de vie. Mais son truc là, dépenser des ressources, bon, c'est bien qu'il l'ait, parce que c'est gratuit, et au pire, on ne joue pas, quoi. Après, la première carte rencontre, alors je sais pas comment ça s'appelle du coup ces cartes, hein, mais les cartes qu'on va mettre dans le deck rencontre quand on le joue, c'est un intermédiaire. C'est pardon, l'intermédiaire. Ça coûte 2, c'est un événement entité cosmique. Action, mélanger cette carte sans la regarder. Attends, sans regarder, ça veut dire quoi? Mélanger cette carte sans regarder. Mélanger cette carte dans le deck de rencontre sans regarder. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il y aurait des petits malins qui, en mélangeant les cartes, s'arrangeraient pour qu'elles tombent pile au-dessus ou à la deuxième carte. Et qui mélangeraient sans interruption tant qu'ils n'ont pas réussi à la mettre en deuxième carte. S'il y a des mecs qui font ça, franchement, hein, dans un jeu en coop, faut aller se mettre sous les rails d'un train. Hein. Sans regarder, est-ce que ça sous-entendrait qu'on n'a plus droit de regarder le deck rencontre? Mais on a toujours le droit de consulter le nombre de cartes qu'il y a dans une pioche, le nombre de cartes qu'il y a dans le deck rencontre, le nombre de cartes qu'il y a dans une défausse. À aucun moment c'est marqué que c'est interdit de le faire. Bon, je ne sais pas. Si vous avez la réponse à cette question, pourquoi ils ont marqué sans le regarder? Est-ce que c'est juste pour les attarder qui devraient aller se suicider? Non, je suis pas sûr. Bon, intéressant, mais moi je pense que le principal intérêt de cette carte, comme de toutes les cartes du deck rencontre, c'est justement qu'on va pouvoir les mélanger dans le deck rencontre. Comme elles ont un dos bleu dans un set qui normalement a un dos orange, vous allez pouvoir identifier directement quand est-ce que la carte arrive. Donc prévenir directement, vous arranger pour qu'elle passe en effet boost et du coup limiter l'ampleur de l'attaque. Moi c'est là où je trouve que c'est le plus fort, hein, c'est pouvoir maîtriser le méchant pour pas qu'il vous attaque trop fort ou qu'il manigance trop fort, et donc comme ça elle part dans la défausse, elle revient et ainsi de suite, parce que le problème c'est que si vous déclanchez son effet une fois révélé, c'est-à-dire que si vous la tirez en carte rencontre infligée contre vous, vous infligez 2 points de dégâts au méchant et retirez l'intermédiaire de la partie, cet effet ne peut pas être annulé. Oh c'est sympa, cet effet ne peut pas être annulé, ça veut dire que avec une icône, avec un, comment ça s'appelle, avec une carte tenace, il prend quand même les points de dégâts, c'est plutôt cool. Ouais. Bon, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est quand même cher pour 2. Hein. C'est comme toutes les cartes rencontres du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment très cher. L'avantage et le bon goût qu'ils ont eu par rapport aux cartes du Seigneur des Anneaux, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, à chaque fois qu'il y avait une carte de ce type-là, le premier effet qu'elle avait, c'est renfort. Donc, en plus, tu te retapais une carte de plus. Là, l'avantage, c'est que ça remplace les cartes qu'on devrait se tirer. Donc, ça, c'est pas mal. Hein. Après, est-ce que tu payes 2 pour annuler potentiellement une carte rencontre pendant la phase du méchant? C'est cher, mais une fois que tu es en place, c'est cool quand même. Hein. Bon allez, on avance, parce que sinon je vais encore passer 2 heures sur les cartes. Carte suivante, c'est une attaque magique, c'est un événement qui coûte 1, une attaque et un sort qu'on ne peut jouer uniquement si on est en mystique. Donc il faut qu'on ait le trait mystique
sur son identité pour pouvoir jouer ce sort. Et il faut que ce soit votre identité, hein, pas les alliés. Ok. Action de héros, attaque. Choisissez un ennemi et défaussez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Infligez 1 point de dégâts à cet ennemi pour chaque carte ainsi défaussée. Cette carte, je la trouve méga forte, moi. Parce que vous pouvez infliger le nombre de points de dégâts exact que vous voulez. Et pour 1 de ressources, vous pouvez infliger jusqu'à 5 points de dégâts. Donc ça me paraît énorme dans tous les cas. Dans toutes les situations de jeu. Que ce soit au début de la partie, bah, vous le défaussez parce que vous n'avez pas forcément besoin de faire de dégâts. Sauf si dès le début de la partie, vous êtes très très vite engagé par un sbire qui est très pénible. Vous pouvez simplement défausser une carte pour défausser un état tenace. Vous pouvez défausser 5 cartes pour avancer le méchant, hein, lui infliger 5 points de dégâts. Que ce soit au début, au milieu ou en fin de la partie, c'est assez fort aussi. C'est n'importe quel ennemi, donc on peut tuer les sbires hein, qui auraient éventuellement engagé les autres joueurs avec qui vous jouez. Non, ça me paraît être une très 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 bonne carte. Hein. Non, super carte, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, quand on la met en comparaison directement à côté avec Hypercute, infliger 5 points de dégâts, ça coûte 3. Hein. Donc là, quelque part, on nous établit la correspondance entre défausser des cartes et les coûts de cartes. Donc par exemple, ici, on défausse 5 cartes pour infliger 5 points de dégâts. Donc virtuellement, ça veut dire que 2 ressources, c'est 5 cartes du dessus de notre deck. Donc c'est intéressant. Bon, moi je préfère celle-là, et celle-là, elle va dégager assez vite, mais bon. Après, comme je vous l'avais dit, eh ben, c'est très malin d'avoir mis, comme on joue agressivité, une carte qui fait plus en attaque. Comme ça, bah, vous augmentez la ligne de statistiques de votre personnage. Donc ça, c'est très bon aussi. Très très bien. Et la dernière carte, c'est les fameuses nouvelles cartes ressources qui s'appellent Audace. Limitée à une par deck, c'est une carte ressource. Après avoir dépensé cette ressource, infligez 1 point de dégâts au méchant. Donc ces cartes, qu'en penser, je ne sais pas, il faut les jouer pour s'en rendre compte. Moi, j'ai un a priori un petit peu négatif parce que bah, du coup, ça vous fait qu'une seule ressource. Mais après, il faut avouer que tous les tours, on défausse des cartes de notre main hein, pour pouvoir jouer d'autres cartes. Donc défausser cette carte à la place d'une autre carte vraiment cool de notre main, bah, c'est bien. Et du coup, au passage, ça fera un effet. Là, le vrai problème que je reproche à Audace, c'est que c'est forcément méchant. Et ça, je trouve ça vraiment nul, quoi. Ils auraient dû le faire sur n'importe quel ennemi. Et après, le deuxième problème que je trouve vraiment chiant, c'est que ça m'est déjà arrivé dans des mains d'avoir énergie, force et génie. Hein, dans la dernière partie que j'ai fait avec Mathieu, par exemple. Je l'ai fait 2 fois dans la même partie. J'ai eu énergie, force et génie dans la même main. Et du coup, bah, au bout d'un moment, quand tu as trop de ressources, eh ben, tu ne peux rien jouer. Et du coup, à la fin du tour, tu vas carrément les défausser. Je ne suis pas sûr que tu aies le droit de défausser des ressources juste pour gratuitement pour rien faire. Ça, je suis pas sûr qu'on ait le droit de le faire. Donc du coup, ça voudrait dire que bah, cette carte, on peut pas la défausser gratuitement pour faire un point de dégâts pour 0, comme on le ferait avec une carte qui coûterait 0. Quoi. Donc cette carte-là, je suis très mesuré. Bon, l'avantage par contre, c'est que ça combote bien avec Marvel Boy. Hein. Si vous avez rien à faire pendant votre tour, ça permet à Marvel Boy d'être perçant à distance. Et en plus, vous infligez un point de dégâts au méchant. Donc ce qui est un peu nul, hein, parce que si vous cherchez à avoir perçant à distance, en général, c'est pour virer un état tenace. Si vous infligez déjà un point de dégâts quand vous défensez cette carte, vous enlevez déjà l'état tenace. Est-ce qu'on voit quand même? Ouais, ça va. Allez, ensuite, on passe à la sphère justice. Donc ce qui est plutôt sympa dans ce deck, hein, c'est qu'ils ont foutu un allié par sphère. Enfin, par affinité, pardon. Donc, et le dernier, le neutre, c'est aussi un allié. Du coup, ben, on va se retrouver avec un deck où il y a 5 alliés, plus l'allié de base, donc 6 alliés. Et le gros problème des decks préconstruits, c'est souvent qu'il n'y a pas assez d'alliés. Donc, c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Donc, cet allié, c'est Quasar. Encore une fois, l'illustration est très jolie. C'est un allié qui coûte 3, il est justice, il s'appelle Vandelvant. Il a 1 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Il est aérien et gardien. Donc, vu qu'il y a beaucoup de cartes... Enfin, j'abuse. Comme il y a des cartes maintenant qui jouent avec le trait aérien, c'est sympa que ça existe. Réponse. Après que Quasar est entré en jeu, retirez 1 de menace de chaque manigance en jeu. Moi, je trouve l'illustration jolie. Le fait que c'est un gardien, c'est cool, et ainsi de suite. Mais là, je vous avoue que... Quel est l'intérêt par rapport à Jessica Jones, par exemple? C'est différent, quoi. C'est différent. Si jamais il y a vraiment beaucoup de manigances annexes. Ouais, je suis vraiment pas emballé par cette carte. Je comprends pas trop son utilité, son utilité. Où est-ce qu'on veut en venir avec une carte comme ça? Manigance en jeu, c'est même la manigance principale quand même. Donc ça contre pour 1, plus toutes les manigances annexes.
Ouais, ok. Après, il faut pas oublier qu'il est gardien, donc ça veut dire que quand vous jouez avec nulle part, eh ben, vous piochez une carte derrière. Donc si un jour il y a beaucoup d'alliés gardiens en justice, vous pourrez jouer avec nulle part aussi. Je sais pas. Pour l'instant, je suis pas très emballé par cette carte. Il n'y a pas assez d'améliorations qui jouent sur les gardiens. Il n'y en a pas en justice, je crois, des améliorations d'alliés. Il n'y a pas de trucs qui font particulièrement de... Ah si jamais par exemple, vous avez un héros plus tard qui base sa mécanique sur le fait de s'infliger des quêtes annexes, par exemple. Ça pourrait servir pour ça. Ouais, et puis l'avantage, c'est que comme c'est un effet de entrée en jeu, il se déclenche tout le temps. Même sur réponse immédiate. Mais réponse immédiate, c'est toujours pareil, c'est en commandement. Et pour l'instant, à part Adam Warlock et Spider-Woman, il n'y a personne qui peut jouer commandement, commandement justice. Bon, pour l'instant, je suis un peu dubitatif sur ce personnage. Il faut vraiment attendre de voir ce que ça donne. Le tribunal vivant. Tribunal vivant, c'est la même carte que intermédiaire ici, c'est-à-dire c'est une carte qu'on va mettre dans le deck de rencontre. C'est un événement qui coûte 2, une entité cosmique aussi. Action, mélanger cette carte dans le deck de rencontre sans la mélanger. Une fois révélée, retirer 2 cartes de la manigance principale et retirer le tribunal vivant de la partie. Pardon, cet effet ne peut pas être annulé. Donc, bah, c'est cool parce que du coup, vous ne subissez pas une icône de crise s'il y a une icône de crise en jeu. Après, ce qui fait, enfin, j'allais dire un gros mot, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que là encore, c'est la manigance principale. Pourquoi il nous laisse pas enlever là où on veut? Est-ce que le fait de virer une carte rencontre qui nous est attribuée, c'est si fort que ça pour que les effets ils soient aussi faibles, quoi? Bon, de toute façon, c'est sympa le fait qu'ils aient toujours pareil, hein, zéro icône de boost, toujours pareil. Si jamais on le prend en carte boost du méchant, on subira pas de dégâts. Donc, de dégâts en plus, pardon, donc c'est sympa. Bon, pour la justice, moi j'en parle pas. Beaucoup de gens la jouent, moi je vous avoue, je la joue jamais cette carte, mais bon, son utilité m'échappe un peu. Moi je préfère jouer les cartes qui sont un petit peu plus petites, genre les multitâches, les comment ça s'appelle, dégager la zone. Et après la dernière qu'on joue un petit peu plus dans les situations un peu dramatiques. Là il y a celle-là aussi, soigner son entrée, qui est vraiment cool à faire en ce moment. Retenir l'ennemi, pour moi c'est mieux aussi. Parce que ça fait déjà la même chose, hein, retirer 3 de menaces. Ah non, c'est la manigance principale, ok. Ah merde, j'ai mal joué ça la dernière fois. Et puis danger écarté, quoi. Donc soit on joue des cartes qui coûtent moins cher, pareil pour faire respecter la loi. Parce que faire respecter la loi, dès que vous changez de forme, ça veut dire que quand vous jouez Ant-Man, la Guêpe ou Spectrum, vous pouvez la jouer tout le temps, cette carte. Ça, c'est méga fort, hein. Donc moi, je préfère jouer des cartes plus fortes et plus chères, ou moins fortes et moins chères. Mais cette carte, je la joue jamais, moi. Zone de silence, là, on touche à de la pépite, donc attention, gardez-vous les yeux. Zone de silence est un événement qui coûte 1, un sort de contre, uniquement utilisable par les mystiques, un seul par deck. Et là, il y a marqué action de héros contre, choisissez une manigance, défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck et retirez jusqu'à 4 de manigance, hein, en fonction du nombre de cartes que vous avez ainsi défaussées. C'est pareil que attaque magique, hein, Alors après, est-ce qu'on va jouer, comment ça s'appelle, agressivité ou justice avec les mystiques? Je sais pas. Moi, je vous avoue qu'en ce moment, Scarlet Witch, je la joue en justice. Et c'est méga fort, hein. Parce que entre le fait qu'elle contre vraiment énormément avec les X-Bolt, qu'elle a les boucliers d'ombre qui font qu'elle défend énormément, qu'elle a beaucoup d'alliés, avec les X-Bolt et les désintégrations moléculaires, elle fait beaucoup de dégâts. Moi, je la joue en justice. Cette carte, c'est sûr, elle va dedans. Actuellement, mon Docteur Strange, il joue en agressivité, je crois. Bah, cette carte, c'est sûr, ça va aller dedans aussi. Enfin, je vois pas l'intérêt de pas jouer ces cartes si vous jouez pas dans ces affinités. C'est trop fort, quoi. C'est beaucoup trop fort. Peu importe les cartes qu'on défausse. Peut-être dans les 2-3 premiers tours, si t'as pas la cape de... Si t'as pas la cape de Doctor Strange, ou si t'as pas l'œil d'Agamotto, tu vas avoir un peu peur. Pareil, la carte, enfin, il n'y a qu'une seule carte maîtresse avec... c'est la tiare. Si t'as pas la tiare, t'auras peut-être peur de la défausser, donc tu vas pas tenter, ouais, peut-être. Mais après, le reste de la partie, c'est que du bonus, hein. Allez, zouf! Instinct héroïque, même raisonnement que pour entraînement au combat, hein, ça fait passer à 2 de contre, donc c'est trop fort. Détermination, c'est la nouvelle carte ressource de justice, limitée à une par deck, comme d'habitude, quand vous la jouerez, vous ne pouvez retirer que au moment où vous défaussez cette carte pour payer une carte,
ou déclencher un effet, vous allez retirer un de menace de la manigance principale. Alors celle-là par contre elle me paraît pas terrible, hein, parce que un de menace c'est vraiment très faible. C'est que la manigance principale, s'il y a une icône de grise, vous n'avez pas le droit de le faire. Bah, c'est un peu comme Quasar en fait. Je pense que c'est à l'utilisation qu'on se rendra compte de ce que ça fait, parce que détermination, on voit Quasar dessus. Quasar est là. Je ne sais pas exactement que faire de ces cartes. Le Major Victory, c'est l'allié commandement de ce deck. 2 de ressources, il a 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie, il est gardien. Une icône mentale, mais bon, ça à la limite on s'en fout, puisqu'en commandement on ne s'en sert pas. Quand le Major Victory est vaincu, choisissez un personnage gardien ami, redressez le personnage choisi. Donc au début je me suis dit, ouais, bon, c'est nul, c'est pas... Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, purée, mais c'est terrible. C'est n'importe quel personnage gardien, donc ça veut dire que ça peut être votre identité. Euh, c'est énorme parce que bah, c'est un allié qui coûte 2 qui a 2 points de vie, donc bon, je l'ai déjà dit 500 fois, mais les alliés qui coûtent 2 et qui ont 2 points de vie, c'est beaucoup trop fort. Il peut faire du contre ou de l'attaque, c'est très sympa. Et après, pendant la phase du méchant, si vous inclinez votre personnage pour faire une première défense, que vous sacrifiez Major Victory, ou que tout simplement vous jouez à deux, hein, votre quelqu'un qui joue avec vous, il défend avec son héros, après c'est à vous de défendre, vous sacrifiez Major Victory, vous pouvez redresser le héros de votre du joueur avec qui vous jouez, s'il est gardien. C'est vraiment trop fort, hein. Et après, l'action de base, c'est pendant votre tour. Bon, le premier tour, vous compterez vous attaquer. Vous ne l'utilisez pas forcément pendant la phase du méchant. Au tour d'après, vous jouez votre tour normalement un peu comme vous voulez. Puis, vous allez contrer ou attaquer pour 1 et perdre le dernier point de vie du Major Victory. Il est défaussé. Du coup, vous pouvez redresser votre identité ou n'importe quel allié pour qu'il rejoue. Euh, le Major Victory, si vous jouez gardien, hein, il est méga fort, hein. Moi, je pense à Gamora. Je pense à Drax. Gamora et Drax, leurs effets ne sont pas limités. Il faut les utiliser très très vite. Drax, il inflige beaucoup de points de vie, mais que aux méchants et très vite. Donc autant le redresser très très vite pour qu'il dégage, pour qu'il revienne plus vite. Avec Major Victory, ça permet de comboter ça. Donc ça, c'est une excellente carte pour jouer les combos sur les alliés ou sur les héros qui sont gardiens. Très bonne carte. Éternité, même carte que intermédiaire et tribunal vivant, c'est un événement qui coûte 2, une entité cosmique qu'on va mélanger dans le deck de rencontre une fois qu'on la joue sans regarder. Et au moment où on la tire, on va piocher une carte et retirer éternité de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé. Alors celle-là déjà je la trouve un peu moins nulle, parce que en plus de tous les effets, vous allez piocher une carte, donc quelque part vous réduisez son coût de 1 si vous la tirez comme ça. Et si vous la tirez pas comme ça, vous n'avez pas d'icône de boost, donc ça veut dire que le méchant n'est pas buffé, c'est pas mal. Celle-là, j'aurais peut-être un petit peu plus tendance à la jouer, mais toujours pareil, je reste, ça me paraît un peu cher, hein, ces premières cartes. Après, c'est peut-être un galop d'essai, ils voulaient pas mettre des cartes trop pas chères, mais après, ils ont des bêta-testeurs, donc ils ont dû s'en rendre compte que si c'était trop fort ou pas assez fort. À 1, ça aurait été beaucoup trop fort, et à 3, ça aurait été beaucoup trop nul. Donc c'est vrai que je me serais rendu compte comme eux que 2, c'est le bon coup. Mais est-ce que du coup, je les aurais pas soit passés à 3 avec des effets plus burnés, soit, bon, pour celui-là, on n'aurait rien pu faire, parce qu'on ne peut pas piocher de cartes, hein, c'est trop abusé. Mais pour cela, j'aurais infligé 3 points de vie au méchant, et celui-là, j'aurais retiré 3 de menace. C'est trop léger, 2 et 2, non? Moi, ça me paraît trop léger. Après, la carte suivante, c'est un événement qui coûte 2, c'est le sort d'invocation. C'est un sort, jouable uniquement si vous êtes mystique, maximum 1 par deck, action de héros, donc je vous rappelle, hein, les sorts c'est défausser des cartes, donc on sait qu'on va défausser des cartes, et là c'est effectivement le cas, défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Mettez cet allié en jeu sous votre contrôle. Donc pour ça, je suis un petit peu plus dubitatif, parce que bah déjà, ça veut dire que si jamais vous retirez des alliés qui coûtent 1, vous êtes trop dégoûté. Vous avez meulé votre deck, et en plus vous avez fait une moins-value sur le coût de la carte. Après, par contre, si vous tirez un allié qui coûte 6, bon bah ça c'est Las Vegas. Mais il ne faut pas oublier que le fait de défausser des cartes de son deck, quelque part, c'est un coût en plus. Donc payer 2, payer encore un coût en plus pour récupérer un allié qu'on ne connaît pas à l'avance, c'est chaud. Si jamais on regarde des alliés maîtres qui sont dans les 3 decks mystiques, c'est Pipe le Troll. Bon bah Pipe le Troll, si vous le tirez avec cette carte, vous êtes dégoûté.
Si jamais vous jouez avec Doctor Strange, vous aurez Wong, donc c'est plutôt cool. Mais encore une fois, vous n'avez pas vraiment fait une plus-value à part le fait de tutorer la carte, quoi, à part le fait d'être allé la récupérer plus vite. Après, par contre, si jamais vous jouez avec, comment ça s'appelle, Scarlet Witch, vous récupérez Quicksilver. Là, par contre, c'est caviar. C'est pas trop mal. Pour l'instant, je suis mitigé. Peut-être faire un deck commandement avec des alliés très très chers autour de cette carte. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps là pour se battre contre le collectionneur en expert. J'ai fait un deck, comment il s'appelle, Captain America, où j'ai mis que des cartes qui ne disparaissaient pas, et notamment que des alliés commandement qui coûtaient méga cher et qui restaient en jeu. Donc peut-être faire le même genre de deck avec Doctor Strange. Je sais pas. Un appel de détresse, on ne le présente plus, c'est une très bonne carte. Motivé, c'est une excellente carte, on ne la présente pas non plus. Surtout que j'ai été étonné de la trouver dans ce deck, parce que pour moi, c'était que des Avengers. Et en fait, non, c'est pas marqué. Il y a marqué attacher cette carte à un allié, maximum un par allié. Donc ça veut dire que vous pouvez le mettre sur tous les traits gardiens. Ah oui, je vous dis une connerie en plus, parce que j'ai un deck où je joue croûte exprès pour jouer ça. Donc non, non, c'est une connerie, bien évidemment, qu'on peut le jouer sur n'importe quel allié. Donc c'est une carte qui est très très forte avec tous les alliés qui ont beaucoup de points de vie. Le US Agent, le Krutz, qui permet de contrer à 2 6 fois, hein, c'est vraiment super cool. Donc ça c'est une carte qui est très forte, qui restera très forte durant tout le jeu. Je vous rappelle Iron Man, hein, la joue pour 0, il passe à 3 en compte, 3 en attaque. Bon, il a certes que 3 points de vie, mais maintenant en commandement, on peut soigner les gens, on peut leur donner plus de points de vie, avec entraînement d'équipe, il reste plus longtemps sur la table. Avec Mighty Avenger, c'est comment en français? C'est Puissant Avenger, je crois. Puissant Avenger. Avec Puissant Avenger, du coup, il gagne plus de plus de. Ça, c'est de la méga bonne carte. On va pas en refaire la revue. C'est de la très bonne carte. Innovation. Ça, c'est la ressource pour laquelle je pense je vais peut-être craquer. Parce que ça fait le même effet que les autres. C'est une ressource libre, maximum une fois par deck, mais une fois qu'on la joue, on soigne un allié que vous contrôlez. Donc, par contre, on ne peut pas soigner les autres joueurs. Et ça me paraît pas mal, parce que garder des alliés en jeu, là, par contre, c'est très fort. À voir. À voir, à voir. Je fais un petit clin d'œil sur l'illustration parce que je pense que c'est Churi qu'on voit. J'aime beaucoup ce personnage, je le trouve très bien fait, très bien équilibré, très bien pensé. C'est un renfort très important quand on joue Black Panther. On voit le petit Black Panther d'ailleurs qu'on n'a pas vu depuis très longtemps sur des cartes et on va revoir certainement prochainement. Et puis la carte est très étonnante puisque ça s'appelle Innovation, donc on sent qu'ils sont soit en train de faire des innovations technologiques, hein, ce qui est plutôt le délire de Churi en général, mais si on regarde sur la table qu'est-ce qui se passe, on voit que c'est Black Widow, là on voit Hulk, et lui je sais pas qui c'est, ça a l'air d'être un homme torse nu, de couleur blanche, je ne sais pas qui c'est. Du coup, qu'est-ce que veut dire cette carte? Est-ce que l'innovation, ça veut dire pour le Wakanda de se tourner vers les Avengers, ou est-ce que ça veut dire faire carrément des améliorations pour ces héros-là? Donc d'un côté pour le fluff c'est cool, d'un autre côté si ça présage que par la suite ils vont faire des améliorations qui vont comboter avec Hulk, bon on s'en fout parce que le personnage est nul, mais avec Black Widow, là par contre ça m'intéresse parce que Black Widow c'est pas loin d'être mon personnage préféré quoi. Je le joue pas beaucoup sur la chaîne parce que les parties sont extrêmement longues et extrêmement techniques et je me rends compte que ça doit pas vous intéresser autant que moi. Moi, je suis mortellement fan de Black Widow. J'espère trop qu'ils vont rajouter des cartes pour qu'on puisse encore plus la jouer, quoi. Allez, on passe à agressivité. Donc, l'allié, c'est Charlie 27. Un allié qui coûte 4. Il est gardien, il a 4 points de vie, 1 contre un attaque. Donc, à chaque fois, je ne l'ai pas dit, hein, mais ils ont toujours 1 en riposte. Je le dis uniquement s'il y a riposte à 0, ce qui serait incroyable, ou à 2. Alors, comme capacité, il a riposte 1, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va l'attaquer, il va riposter de 1, donc comme l'US Agent. Et pour compenser le point de vie qu'il a en moins de l'US Agent, puisque l'US Agent a 5 points de vie, il a tenace. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Quand j'ai vu cette carte, j'étais plutôt emballé, et puis malheureusement, en réfléchissant, je me suis désemballé. Parce que en agressivité, pardon, en protection, on a Luke Cage. Et Luke Cage, il est tout pareil en mieux. Parce que pour 4, il a 5 points de vie, il est aussi tenace. Sauf que lui, il va attaquer par 2. Donc du coup, entre Charlie 27 et Luke Cage, est-ce que je préférais pas jouer mon petit Luke Cage toujours bien frais, quoi. Ok, il a la riposte en plus qui marche tout le temps, mais je vous rappelle qu'un allié, il pourra utiliser son état tenace qu'une seule fois, hein. Donc vous pourrez pas défendre 25 fois d'affilée, quoi.
Sauf si vous défendez des sbires à chaque fois. Et après, si jamais on compare avec l'US Agent, ouais, ben ok, c'est mieux parce qu'il a riposte, mais l'US Agent, il a un point de vie de plus, et surtout, il coûte que 3. Et dans ce jeu, la différence entre 3 et 4, c'est énorme. C'est comme la différence entre 2 et 3, c'est comme la différence entre 1 et 2. Donc, dans une revue, j'ai expliqué ce principe mathématique qui fait qu'une augmentation d'une carte de 1, c'est énorme. Même si ça pourrait être que 1 de coup, en fait, ça casse complètement la dynamique d'un tour. Donc, il y a une vidéo assez longue, hein, j'avais fait une vidéo assez longue parce que j'ai fait des statistiques sur ce jeu de cartes. C'est une vidéo que j'ai pas montée, que j'ai pas publiée, pour me rappeler de ce raisonnement que j'avais fait, mais enfin, sachez que 1 de coup en plus, ça modifie l'ordre du tour. Le développement du deck, le développement de votre pioche et le développement de la phase du méchant. Donc pour toutes ces raisons, payer une carte en plus pour jouer une carte, c'est très important. C'est pour ça que le coût de 2 de ces cartes-là a un impact statistique très très fort sur une partie. Donc je ne peux pas vous expliquer ça, je ne vais pas repasser 35 minutes à vous expliquer ça. Le jardinier, c'est un événement qui coûte 2. Toujours pareil, une entité cosmique, c'est la même que les autres. Vous le mélangez dans le deck de rencontre une fois que vous l'avez. Sans regarder, bien sûr, une fois que vous révélez, vous soignez 2 points de vie à votre identité et vous retirez le jardinier. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc je ne connais pas d'effet qui vous empêche de vous soigner pour l'instant. Non. Non, là je vois pas pourquoi il serait annulé cet effet. Il y a des effets qui vous empêchent de vous soigner? Ah ouais, il y a peut-être des effets qui... C'est des cartes qui s'attachent à vous, et à chaque fois que vous vous soignez, à la place, vous mettez un point sur le truc, et au bout d'un moment, il dégage, non? Ça doit faire un moment que je ne l'ai pas joué cette carte, parce que je me rappelle même plus de son nom, et je vois même pas dans quel deck elle est. Je confonds peut-être même de jeu. Alors ça c'est intéressant parce que ça fait gagner 2 points de vie, c'est vraiment pas mal, c'est très sympa. Le problème c'est qu'encore une fois c'est que votre identité, donc ils ont mis trop de garde-fous sur toutes ces cartes. Il y a trop de garde-fous. Il faudrait libérer un petit peu le jeu, hein. Bon après peut-être en les jouant on va s'apercevoir que c'est méga de la dinguerie quoi, hein. Surtout qu'on peut le jouer dans tous les decks, il y en a une pour chaque deck. Après pour Adam Warlock du coup le fait d'en avoir 4, eh ben, c'est peut-être trop. Parce que du coup au moment où on va la voir arriver dans le deck de rencontre, on ne saura plus laquelle c'est puisqu'elles ont tous des dos bleus. Donc, on ne pourra plus prévoir son tour autour de cette carte qui va arriver pendant la phase du méchant. Donc si c'est les cartes boost, on s'en fout, puisque de toute façon elles ont toutes 0 en boost. Par contre, si jamais c'est les cartes rencontres, et ben on aimerait bien savoir à l'avance ce qu'elles font pour pouvoir organiser notre tour autour. Et après, petite dédicace à Aurakis qui disait déjà ça sur le Seigneur des Anneaux, c'est dommage qu'elles n'aient pas un effet boost du coup. Parce que si jamais en effet boost, elle déclenchait cet effet-là, ce serait pour moi complètement justifié. Alors, le sort de protection, je vous préviens, c'est une tuerie atomique. C'est un sort de défense, un événement qui coûte 0. On ne peut le jouer que en mystique. Vous pouvez, quand vous subissez, alors c'est une interruption de héros, pardon, de défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, une attaque, donc ça veut dire que c'est uniquement une attaque, pas une carte traîtrise ou quoi que ce soit. Sauf si sur la carte traîtrise, il y a marqué attaque, mais souvent c'est pas marqué. Défaussez autant de cartes du dessus de votre deck, prévenez tous ces dégâts de cette attaque. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme parce que ça n'a pas de limite. C'est une interruption de défense, mais ça ne vous demande pas de défendre vous-même, hein. Il n'y a pas marqué quand vous défendez. C'est juste une interruption de défense. C'est que le type de carte, c'est défense. Dès que vous jouez protection avec un mystique, à mon avis, vous le mettez, hein. C'est pareil que cette carte-là, c'est pareil que cette carte-là. Celle-là, à mon avis, ça demande réflexion, mais ces 3 cartes-là, pour les mystiques, peu importe l'affinité que vous jouerez, vous les mettrez, hein. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Bon, contre-attaque au point, j'en parle pas, c'est de la bouse. Veste blindée. D'ailleurs, si, peut-être, tant que vous êtes là, je lance un appel à l'aide. Si quelqu'un d'entre vous sait comment utiliser cette carte, le contre-attaque au point, avec quel héros on peut justifier d'attaquer un ennemi avec contre-attaque au point, sachant que ça va coûter une carte, et de faire les dégâts égaux à votre héros, sachant que les héros avec lesquels on veut défendre, c'est ceux qui ont une bonne défense, donc symétriquement, c'est ceux qui ont une mauvaise attaque. Donc le seul avec qui ça a un intérêt, c'est Hulk, sachant que Hulk, si on l'a pendant son tour, on ne peut pas la garder. Et donc ça voudrait dire que pendant le tour du méchant, on est obligé de défendre. Cette carte, elle n'a d'utilité pour moi dans aucun aspect du jeu, nulle part. Je ne comprends pas cette carte. Je comprends pas cette carte.
La veste blindée, c'est trop bien parce que ça va permettre à Adam Warlock de passer à 3 de défense. Et ça, par contre, c'est une petite pépite parce que 3 de défense, c'est vraiment le seuil critique à partir duquel on se dit défendre. Là, c'est cool parce que je suis sûr que d'une, je prendrai pratiquement aucun point de dégâts du méchant. Et s'il y a une carte boost sur un méchant qui attaque à 2, il y a pratiquement toujours au moins une icône de boost. Du coup, tu te dis, avec 3, au moins, je prendrai presque pas de dégâts. Du coup, je vais perdre très très peu de points de vie. Donc, ça justifie le fait que mon personnage ne soit pas utile pendant le tour. Après, préservation, c'est la carte ressource de protection. Après avoir dépensé cette carte, on peut soigner un point de vie à votre héros. Ça, c'est pénible. Hein. C'est pénible. Je pense que sur toutes ces deux cartes-là, là, aussi bien les cartes du deck rencontre que les cartes ressources, ils sont allés trop loin dans les limitations. Du coup, ça me paraît trop léger. Soigner un point de vie à votre identité, ça me paraît vraiment méga léger. Soit il aurait fallu que ce soit 2 points de vie à votre identité, mais le vrai problème, c'est que ça aurait été pratiquement équivalent à un premier secours. C'est premier sourd ou premier soin, je ne me rappelle jamais. Premier secours, premier soin, premier soin, premier secours. Premier soin. Le premier soin qui coûte 1, mais lui fait 3 soins. Là, c'est gratuit et ça fait 1 soin. Si jamais ça aurait fait 2 points de vie soignés, ça aurait été trop fort. Donc moi, je pense qu'un équilibre intéressant et qui n'aurait pas coûté grand-chose, c'est que au lieu que ce soit à votre identité, ça aurait pu être à n'importe quelle identité. Pareil que ça. Ça, c'est fort, mais plutôt que ce soit à un allié que vous contrôlez, ça aurait pu être à tous les alliés. Ça, au lieu de faire une menace sur la menace principale, ou là, sur le méchant, il fallait que ce soit plus libre. Purée, les effets, ils sont vraiment légers, quoi. C'est pas, ça va pas casser des briques, c'est limité à une fois par deck, décompressé, quoi. On va pas breaker le jeu avec une carte dans notre deck, quoi. Je pense qu'ils ont été trop légers à ce niveau-là. Et la dernière carte, c'est... Excusez-moi. Dernière carte, c'est Martinex. Donc Martinex, c'est un allié qui coûte 3, c'est un gardien, il a 4 points de vie. Il s'appelle Tenaga. Tenaga. Tenaga, j'aime beaucoup l'illustration, c'est un espèce d'homme entièrement soit en métal, soit à moitié virtuel, soit à moitié translucide, soit peut-être immatériel, je ne sais pas. Donc, il dit, j'ai quelques appréhensions concernant cette réalité, donc je pense que ça doit être un petit peu un marcheur planaire ou un truc comme ça. Et, pardon, excusez-moi, je m'égare. La capacité, c'est réduisez son coût pour le jouer de 1 si votre identité a le trait gardien. Et alors là, par contre, on passe dans un autre monde, parce que ça veut dire que pour seulement 2 ressources, vous avez un allié qui a 4 points de vie et 1 en attaque et 1 en contre. Ça, c'est méga, méga fort. Hein. Pour moi, c'est méga fort, parce que derrière, si vous lui mettez un motivé dessus, bim, vous avez un mec qui va jouer 4 fois, pour seulement 2 ressources, et qui va contrer à 2 et qui va attaquer à 2. Ça, c'est fort. Après, dans n'importe quel deck, vous pouvez le jouer avec nulle part. Nulle part, dès que vous jouez un gardien, vous piochez une carte, sachant que vous l'avez payé 1 de moins. Pour 2, vous avez un allié, et après, vous pouvez piocher une carte. C'est comme si vous avez coûté que 1. Qu'est-ce que c'est que cet allié? Dans tous les decks gardiens, sans aucune exception, c'est-à-dire si votre personnage a le trait gardien sur sa face héros, je ne vois pas l'intérêt de ne pas le jouer. Je ne vois pas l'intérêt de ne pas le jouer. C'est une carte qui est très forte pour moi. À mon avis, c'est un must-have. Je vais l'inclure dans tous mes decks gardiens. Hein. Je vois pas de problématique avec cet allié. Surtout que les gardiens, ils sont pratiquement tous neutres. Donc on a vachement envie de jouer n'importe quel aspect. On peut compenser n'importe quel défaut d'une affinité en jouant gardien. C'est la force de cette affinité-là. Hein. L'affinité gardien, c'est en neutre. Nulle part, c'est en neutre. Il faut juste plutôt jouer avec un héros gardien. Après, le seul truc qui est vraiment chiant quand on joue les gardiens, c'est qu'on est obligé de les jouer quand on est en héros. Alors bon, ça va pas poser des problématiques souvent, mais ça reste problématique, quoi. Donc, si on fait le bilan de toutes ces cartes qu'on vient de voir, là, je sais pas combien ça a duré, mais à mon avis, ça a duré encore méga longtemps parce que j'ai beaucoup parlé, j'en suis désolé, mais j'avais beaucoup de trucs à dire, et comme d'habitude, hein, si jamais je dois revoir la vidéo, j'ai bien envie d'avoir posé toutes mes idées dans une vidéo pour pouvoir servir de base de réflexion à une étude plus poussée. Très intéressantes ces cartes-là, là, les cartes sorts limitées aux mystiques, ça rend les mystiques encore plus forts, alors que c'était déjà les plus forts, les héros les plus forts du jeu. J'ai vu plein de classements sur internet, je ne comprends pas ces gens qui ne considèrent pas que Doctor Strange est le héros le meilleur du jeu.
Je vois pas de conditions, je vois pas de limite à ce qu'il peut faire. J'ai battu tout le jeu en expert dans les plus hauts niveaux de difficulté, avec n'importe quelle affinité. J'ai joué en protection, j'ai joué en agressivité. Bon, bien évidemment, je joue pas justice et commandement, parce que de toute façon, c'est déjà les deux meilleures affinités. Donc si vous jouez justice commandement, de toute façon, vous gagnez. Donc il n'y a pas besoin de en plus jouer Doctor Strange, parce que sinon ça veut dire que vous voulez gagner 2 ou 3 fois la même partie. Ça n'a pas de sens. Il faut pas sortir des cartes comme ça, hein, parce que c'est trop abusé. C'est beaucoup, beaucoup trop abusé. C'est des cartes pratiquement auto-include. On va les jouer immédiatement dès qu'on joue Mystique. Ces cartes-là et ces cartes-là, c'est très intéressant parce que ça incorpore des nouvelles mécaniques dans le jeu, mais je pense qu'ils ont été trop timorés parce qu'ils ont eu peur de l'impact que ça pourrait avoir sur la dynamique du jeu. Les cartes rencontres, c'était pareil au Seigneur des Anneaux. Les 80% de ces cartes, elles étaient nulles à chier, sauf Risquer la Lumière. Risquer la Lumière était trop forte, du coup on l'a joué même sans être en secret, tellement elle était forte. Là, ça me paraît un peu léger. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'effet dans le jeu, à part dans la campagne Galaxy Most Wanted, il y a une carte campagne qui vous permet de trier les cartes du deck rencontre dans la façon dont on le voit. Je vois avec Spider-Woman, quand on a un alter ego, on peut regarder la carte du dessus du deck rencontre, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une carte qui a un dos bleu, donc on sait ce que c'est, hein, normalement, hein, à part si vraiment... Ah oui, parce qu'avec Spider-Woman, on peut jouer 2 affinités, donc éventuellement on pourrait jouer 2 cartes. Ouais, bon. Donc très très bon set. Le set de Adam Warlock a l'air très très bien aussi. Est-ce que du coup le set n'est pas correctement, c'est-à-dire le deck préconstruit n'est pas directement correctement construit, dans le sens où pour moi Adam Warlock est trop lent et que toutes ces cartes-là vont baser le fait d'accélérer en payant moins cher les cartes, en défaussant des cartes de votre deck, en gagnant du temps sur les cartes rendre compte que vous allez tirer, ou tout simplement en payant avec des ressources annexes qui font des petits effets parallèles pour compenser les retards éventuellement de développement. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de ce deck. Il faut être très prudent avec les decks mystiques puisque ça a tendance à être excessivement fort. Il faut voir. Ok, là je ne me prononce pas du tout, j'ai pas préparé de deck avec lui. Mathieu m'a dit qu'il était très très chaud pour le jouer, donc moi ça m'arrange parce que je suis très très moyennement chaud pour le jouer. Je serais plutôt à essayer des cartes, donc couper et casser ce deck pour, euh, pour faire d'autres decks avec la sorcière rouge ou Doctor Strange plutôt que de jouer ce deck-là. Pour moi, il y a trop de trucs, c'est trop touffu. Je préfère des decks plus spécialisés. Jouer 4 affinités, ça va nous permettre de faire des builds avec des cartes de tous les sets. Le problème, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on les a droit en un seul exemplaire. Et même si on a une carte de Adam Warlock qui nous permet de tutorer n'importe quelle carte de votre défausse, ça reste une seule carte de votre défausse, quoi. Ce qui est très fort dans ce genre de deck, c'est-à-dire les decks où on défausse, ou les decks qu'on a en un seul exemplaire dans le deck, c'est que les cartes qui vont jouer avec les défausses, genre appel de détresse, c'est plutôt cool. Euh, à voir. Je reste très très neutre. Dites-moi ce que vous avez pensé du jeu, enfin de vos parties avec Adam Warlock, avec ce set préconstruit, de dans quelle direction vous voulez partir. Sachant que c'est très difficile de faire un deck avec une cohésion, une cohérence commune quand on a le droit de mettre que en un seul exemplaire les cartes. L'avantage de Marvel Champions, c'est que c'est un jeu où on pioche énormément de cartes. Ça tourne très vite, ça va très vite, c'est très nerveux, donc peut-être qu'avoir une seule fois les cartes, c'est pas aussi grave que dans d'autres jeux, genre Magic, Iron Hands ou le Seigneur des Anneaux, parce que dans le Seigneur des Anneaux, dans tous ces jeux-là, on pioche tellement peu de cartes, si t'as qu'une seule fois la carte, ça sert à rien du tout. Bon allez, je m'arrête de parler là, je sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, j'aurai pas le temps de faire une partie parce que j'ai trop parlé. C'est bien dommage, mais ça m'a fait plaisir de partager cette petite analyse avec vous. Je ne sais pas si je publierai la vidéo, parce que ça fait un moment que je publie plus mes vidéos de Marvel Champion. Mais des fois, le fait de l'entendre au moment de revisionner la vidéo, ça me motivera peut-être à les publier. Bon allez, je vous laisse. A plus, c'est Exiliox. On se retrouve dans une partie de je sais pas quoi, où on se retrouve soi-même si c'est moi qui me regarde. A plus! Moi j'ai joué Adam Warlock. Vous devez savoir que pour jouer Adam Warlock, il est marqué sur sa carte Alter Ego que la particularité c'est qu'on a le droit de jouer les 4 affinités, mais surtout la particularité c'est qu'on doit jouer le même nombre de cartes de chaque affinité. Donc, le deck préconstruit qui est filé avec,
est assez sympa, mais moi, il me plaît pas du tout. Bon, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule partie avec, et c'est pas moi qui le jouais, c'est Mathieu. De ce que j'en ai vu, ça paraît vraiment très poussif. Pour moi, il y a plein de problèmes mécaniques. Le deck est lent. Pour se mettre en place, ça va être très compliqué. Il y a énormément de matériel qu'il faut mettre en place pour que toutes les mécaniques marchent. Et en plus, il manque des cartes qui, pour moi, sont indispensables pour que le jeu marche. Donc, moi j'ai changé le deck, ok. À savoir que le deck doit être compris entre 40 et 50 cartes. Il y a 15 cartes de l'affinité, donc ça veut dire qu'il faut mettre entre 25 et 35 cartes pour compléter le deck. Sachant que vous êtes obligé de mettre toujours le même nombre de cartes affinités, il faut décider si vous allez mettre 4, 5, 6 cartes de chaque affinité. Donc moi j'ai décidé de partir dans un premier temps sur 6 cartes de chaque affinité et compléter avec des cartes neutres. Parce que quand vous verrez, quand vous jouez avec le deck préconstruit, ben, il n'y a pas de carte de ressources déjà dedans. C'est compliqué, surtout qu'il y a énormément de trucs à mettre en place. Sans carte ressources, c'est compliqué. Je vais quand même essayer de le faire sans carte ressources parce que sinon ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de cartes neutres. Bon, c'est des essais, donc on va voir. Je vais passer vite fait en revue. Donc moi j'ai détruit complètement le deck préconstruit qui était donné avec. Parce que les cartes qui jouent sur le deck de rencontre, là, celles qu'on mélange dans le deck de rencontre, je les trouve vraiment très très faibles. Il y a beaucoup de cartes, ils ne pouvaient pas donner que des cartes nouvelles, donc ils ont donné des vieilles cartes qui sont vraiment très très nulles, comme la contre-attaque au point, l'hypercut, qui sont vraiment des cartes nazes, quoi, pour moi, qui n'ont pas d'intérêt à être jouées, donc je les ai virées. Donc en commandement, j'ai joué Tigre Blanc, parce que pour moi c'est un très très bon allié, il n'y a pas de défaut à cette carte. Ça va fluidifier le deck, ça va tourner très très vite, c'est méga fort. J'ai joué un réponse immédiate parce que ça va me permettre de faire cycler des alliés. Et notamment, vous allez le voir, j'ai mis l'agent Coulson dedans. Donc quand on joue l'agent Coulson, il faut forcément mettre au moins une carte préparation dans le deck pour virtuellement réduire son coût à 2. J'ai mis un appel de détresse parce qu'il va y avoir énormément de cartes qui vont être défaussées durant la partie. Donc ça va me permettre d'aller récupérer des alliés qui sont dans ma défausse. De la même façon, j'ai mis un bienvenu à bord pour la raison que j'ai citée juste avant, c'est qu'il n'y a pas de carte ressources, donc j'ai mis beaucoup d'alliés dans le deck, puisqu'il n'y a aucune mécanique du set de Adam Warlock qui va permettre de faire des états de contrôle. Donc pas de désorienté, pas de sonner, pas d'état tenace. Donc ça veut dire qu'il faut, à mon avis, à moi, hein, beaucoup d'alliés pour pouvoir contrer, attaquer et surtout bloquer les attaques du boss. Donc, si on met beaucoup d'alliés, il faut aussi mettre un moteur qui va générer de la ressource pour rejouer des alliés, c'est pas mal. Ensuite, j'ai mis Mariail de la même façon que le Tigre Blanc, que l'agent Coulson. L'idée, ça va être de générer des ressources, hein, c'est-à-dire que quand on va jouer les cartes, elles vont vous faire piocher des cartes de façon à faire cycler le deck et générer de la ressource. J'ai mis une innovation parce qu'il me manquait une carte commandement, j'ai pas trouvé d'autres cartes commandement qui cyclaient vraiment bien avec ce deck. Pour la partie protection, j'ai joué. Alors, je les ai joués dans les 3 affinités, hein. Je trouve que cet aspect du deck préconstruit me plaît énormément. Savoir qu'on peut mettre des attachements qui vont augmenter les caractéristiques de Adam Warlock, sachant qu'il a des caractéristiques qui sont très mauvaises. Le fait de jouer avec les 4 affinités, ça vous permet d'avoir accès à toutes les ressources, notamment les améliorations de caractéristiques. J'ai mis les 3 sorts dans les 3 autres affinités. J'ai pas mis le rituel d'invocation parce que pour moi il est trop rentable. Il est trop random, c'est-à-dire il est trop aléatoire, on ne sait pas du tout quel allié on va avoir. Moi j'ai mis surtout des alliés qui sont pas chers, du coup pour moi il n'est pas du tout rentable. Vous allez meuler le deck, votre deck à vous, hein, juste pour activer des alliés, pour moi c'est pas bon quoi. Par contre les 3 autres sortilèges, ils me semblent excessivement forts, donc je vais essayer de les jouer pour voir. Celui-là il fait de la défense, celui-là il fait de l'attaque, celui-là il fait du contre, ça me paraît très très fort, je vais essayer de les jouer. Après, j'ai mis, comme c'est un gardien, une carte pour gagner un état tenace. À l'occasion, dès que je perdais un point de vie, je pourrais jouer cette carte en réponse de héros. Ça me paraît pas mal du tout, sinon il n'y a aucun truc pour générer un état tenace. De la même façon, j'ai mis plaquage en protection et coup étourdissant en justice pour générer au moins un état sonné, un état désorienté, ce qui me permettra peut-être d'avoir un tour un peu plus tranquille. Après, il me fallait des alliés, toujours de la même mécanique, hein. J'ai mis Frère Vaudou parce que ça me permet d'avoir une grosse capacité de contre et un allié sacrifiable en défense directement derrière, et d'essayer de faire de la value, c'est-à-dire piocher des cartes avec son effet.
J'ai mis Cléa parce que c'est la meilleure alliée du jeu en protection, il n'y a pas de raison de s'en passer. C'est pareil pour Hulk, il n'y a aucune raison de s'en passer. Pour moi, c'est le meilleur allié du jeu en agressivité. J'ai mis Braun parce que je savais pas très bien quoi mettre en agressivité, en toute franchise. Donc j'ai aussi mis un poursuivons-les pour faire du contre et un cogné, toujours pareil, pour faire de la value. Je vais générer ça pour essayer de gérer les sbires et après je la récupérer directement si c'est la première carte que je joue pendant un tour. Donc étant donné qu'il y a plein de mécaniques avec Adam Warlock, je sais pas si ça va pas être bloquant. Mais bon, il faut essayer, hein, c'est une première partie de découverte. En justice, j'ai mis l'agent Coulson, toujours pareil pour faire de la value. Wickham, parce que c'est un très très bon allié qui coûte que 2. Il va pouvoir servir 3 fois puisqu'il a 3 points de vie, sachant qu'il a du contre et de l'attaque. Il peut faire un petit peu les deux, sachant que quand il contre, en plus, il attaque directement. Et après, j'ai mis enquêteur chevronné, parce que enquêteur chevronné, c'est une carte gratuite qui vous... Déjà, c'est une carte que vous allez mettre en place, donc c'est-à-dire vous la mettez en jeu, vous ne la repiocherez plus, du coup ça permet d'accélérer la suite de la partie et donc tout votre deck. Après mon choix ça a été, donc là vous voyez qu'on a 6 cartes de chaque aspect, donc on a déjà 24 cartes. 24 cartes plus les 15 du set de base, on est déjà à 39 cartes. Donc en théorie je n'avais droit qu'à une seule carte neutre. Moi mon choix ça a été de pousser un petit peu plus et de mettre des cartes qui me semblent vraiment indispensables et trop fortes en neutre. Donc je vais pousser le deck jusqu'à 44 cartes dans l'idée que il y a beaucoup de cartes, là il y a déjà les 3 sorts qui font défausser des cartes, et après il y a de votre deck, hein, je veux dire. Et puis après il y a pas mal de cartes du set de Adam Warlock qui sont aussi là pour vous faire défausser des cartes, hein. Il y a 2 perceptions cosmiques, il y a 2 rayons karmiques, à chaque fois vous allez meuler les cartes. 4 ou 5 cartes à chaque fois, donc ça va défiler très très vite. Du coup je me suis dit avoir 44 cartes, à mon avis c'est pas scandale. Donc j'ai choisi 6 cartes, pardon, 6 cartes neutres. Donc Sorcier Suprême, hein, qui vous permet d'avoir une carte de plus quand vous êtes un héros, pour moi c'est trop fort. Endurance, puisque il y a une carte qui remonte votre niveau de points de vie jusqu'à son maximum, autant avoir un maximum de points de vie. Donc je vais essayer de jouer avec 14 points de vie comme ça. Je crois que c'est Monde de l'âme, voilà, qui vous permettra de remonter avec beaucoup de points de vie d'un coup. Après, j'ai quand même mis 2 cartes ressources, un manoir des Avengers et un héliporteur pour pouvoir un petit peu se mettre en place et avoir des trucs qui se greffent sur l'installation du jeu, parce que sinon, au niveau des ressources, je pense qu'on est méga limité. J'ai mis une méditation spirituelle parce que ça va permettre de cycler le deck, c'est une carte qui est méga forte, qu'on ne peut jouer qu'avec les mystiques. Là, l'avantage, c'est qu'Adam Warlock est un mystique, donc il faut la jouer. Et bien sûr, un Nick Fury, parce qu'il offre des opportunités de jeu complètement dingues, notamment avec réponse immédiate. Il permet de revenir en jeu après avoir été sacrifié pour générer 3 cartes, et donc virtuellement ne pas avoir à payer, ou plutôt avoir payé la réponse immédiate comme étant une ressource installée dans le temps. Voilà, donc ça, c'est les 20... non, il n'y a pas 20 cartes, là, il y a 31 cartes, je crois, je sais plus. Là, il y en a 6 de chaque, du coup. Donc ça fait 30 plus 5, ça fait 45 cartes. Voilà, donc c'est le deck avec lequel je vais tenter de jouer contre ces nouveaux ennemis là, Corvus Glaive et Proxima Minuit. Voilà. Allez, du coup, je vais mélanger tout mon deck et puis je vous retrouve pour la mise en place du scénario.